La vieille femme se transformait toujours en grosse poule noire pour détruire les destinées des hommes afin de briller dans le monde. Elle le faisait pour s'accaparer des étoiles des jeunes gens. La nuit était lourde sur Lagos, une humidité collante qui s'accrochait aux peaux comme une malédiction. Dans les rues, les klaxons hurlaient et les gens se pressaient, ignorant que la mort marchait parmi eux sous des talons hauts et un parfum de luxe français. Au 7e étage d'une tour de verre et d'acier, dans un bureau immense aux baies vitrées donnant sur l'Atlantique, Madame Adaku Okoye siégeait comme une reine. À première vue, elle paraissait avoir 45 ans à peine, peau lisse et brillante, formes généreuses et voluptueuses moulées dans une robe rouge sang qui coûtait plus cher qu'une maison dans un quartier pauvre, cheveux tressés impeccablement, lèvres pulpeuses peintes en carmin. Elle signait des contrats multimillionnaires d'un geste élégant, son stylo Mont Blanc glissant comme si l'argent coulait de source. Signé. Transférez les fonds à Genève avant l'aube, Thierry. Pas de retard. Sa voix était douce, presque chantante, mais il y avait quelque chose dedans. Une froideur qui faisait frissonner même les plus durs des hommes d'affaires. Thierry, son assistant personnel, un jeune homme élégant d'une trentaine d'années, hocha la tête nerveusement. Oui, madame. Tout sera fait. Il y a aussi ce dîner avec le président du Ghana demain soir. Il insiste pour vous voir en privé. Adaku sourit, un sourire qui illuminait la pièce mais qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux. Parfait. Dis-lui que je serai là. Avec plaisir. Thierry sortit, le cœur battant. Il avait travaillé pour elle depuis 3 ans. Il avait vu des choses étranges, des hommes puissants qui entrèrent dans ce bureau plein de vie et qui ressortaient hagards, vieillis de 10 ans en une nuit. Il avait entendu les rumeurs dans les couloirs des entreprises qu'elle dirigeait. Okoye Group, pétrole, immobilier, import-export, mines en Afrique de l'Ouest et même des hôtels à Dubaï. Personne ne savait d'où venait tout cet argent au départ. Personne n'osait poser la question. Pendant ce temps, dans un quartier populaire d'Ajegunle, Serge, un chauffeur de taxi aux épaules larges et au regard fatigué, garait sa vieille Toyota sous un lampadaire clignotant. Il venait de déposer un client saoul qui avait vomi sur la banquette arrière. Il soupira, essuya la sueur de son front. « Ah, cette vie !» murmura-t-il en allumant une cigarette. « Si seulement je pouvais trouver un moyen de sortir de ce trou. » Son téléphone vibra. Un message d'un ami, Pascal. « Bro, tu as entendu ? Encore un mort bizarre cette nuit. Un gros businessman, retrouvé raide dans son lit, le ventre gonflé comme s'il avait avalé une vache entière. Les médecins disent crise cardiaque, mais les gens parlent. La grosse poule noire a encore frappé. » Serge ricana. Ces histoires de village, on est en 2026, pas en 1926. Mais au fond de lui, un frisson le traversa. Tout le monde en parlait depuis des mois. Des hommes riches, influents, qui disparaissaient ou mouraient subitement après avoir mangé du poulet grillé dans des buis-buis discrets ou chez des connaissances. Toujours la même rumeur, une poule noire, énorme, grasse, qui apparaissait la nuit près des maisons des victimes. On la tuait, on la mangeait, et le lendemain, l'homme était mort, vidé de sa force vitale, comme si on lui avait arraché son étoile, son chi, sa chance. Adaku, de son côté, descendit de l'ascenseur privé. Elle traversa le hall désert de son immeuble, salua le vigile d'un sourire. Dehors, une Mercedes Maybach noire l'attendait, moteur ronronnant. Le chauffeur, un homme discret nommé Alain, ouvrit la portière. « Bonsoir madame. Destination ? Direction l'Équifazin, chez le sénateur. Il organise une petite fête privée. » Alain hocha la tête sans poser de questions. Il savait qu'il valait mieux ne rien demander. La voiture fila dans la nuit. À l'arrière, Adaku ferma les yeux. Son corps, ce corps jeune et attirant, n'était qu'une enveloppe temporaire. À l'intérieur, quelque chose d'ancien, de très ancien, attendait son heure. 120 ans de secret, de sang, de pouvoir voler. Chaque fois qu'elle se transformait, chaque fois qu'elle laissait ces hommes la tuer sous forme de poule, chaque fois qu'ils la dévoraient, elle absorbait leur essence, leur gloire, leur destin. Et au lever du soleil, elle renaissait, plus belle, plus riche, plus puissante. Ce soir-là, elle avait choisi sa proie, un importateur de pétrole nommé Didier, un homme arrogant qui se vantait partout d'avoir le Midas Touch. Il l'avait invitée à dîner dans sa villa luxueuse, pensant sans doute la séduire, l'utiliser, la posséder. Il ignorait qu'il invitait la mort à sa table. Dans la villa, les lumières tamisées, la musique afrobate en fond sonore. Didier, costume sur mesure, verre de champagne à la main, accueillit Adaku avec un sourire carnassier. « Ma chère Adaku, vous êtes divine ce soir. Entrez, entrez. »
J'ai fait préparer un festin. Du poulet fermier, bien juteux, comme vous aimez. Adaku rit doucement, un rire cristallin. Vous êtes trop gentil, Didier. J'espère que vous avez faim aussi. Ils s'assirent à table. Les plats arrivèrent. Du poulet grillé, épicé, doré à souhait. Didier en prit une cuisse généreuse. Goûtez donc. C'est du vrai, pas ces volailles d'élevage industriel. Adaku secoua la tête. Non, merci. Je préfère regarder. Mangez, Didier. Mangez bien. Il rit, mordit dans la chair tendre. Vous êtes bizarre parfois, vous savez, mais c'est ce qui vous rend irrésistible. Il continua à manger, louant la saveur, se resservant. Adaku l'observait, les yeux brillants dans la pénombre. Quelques heures plus tard, Didier commença à se sentir étrange. Une lourdeur dans le ventre, une fatigue soudaine. Il posa sa main sur son estomac. Je ne me sens pas bien. Peut-être trop mangé. Adaku se leva, s'approcha de lui. Elle posa une main douce sur son épaule. Reposez-vous, mon cher. Demain, tout ira mieux. Pour vous. Didier s'effondra sur le canapé, les yeux vitreux. À l'intérieur de son corps, quelque chose se passait. Une lumière, son étoile, sa vitalité, s'éteignait lentement, aspirée, volée. Dehors, dans le jardin sombre, une poule noire, énorme, grasse, s'éloigna en caquetant doucement. Personne ne la vit partir. Le lendemain matin, dans son penthouse, Adaku se réveilla, fraîche, rayonnante. Elle se regarda dans le miroir, ses courbes plus prononcées, sa peau plus éclatante. Elle sourit. Encore une étoile de tombée. Qui sera le prochain? Dans la ville, les rumeurs enflaient. Sandrine, une journaliste ambitieuse travaillant pour un grand quotidien, tapait furieusement sur son ordinateur. Encore un mort suspect. Didier Okoro, 48 ans, importateur de pétrole. Cause officielle, crise cardiaque. Mais son chauffeur dit qu'il était en pleine forme hier soir et qu'une femme mystérieuse était avec lui. Adaku Okoye. Toujours elle. Sandrine leva les yeux vers sa collègue Nadège. Nadège, il faut qu'on enquête sur cette femme. Elle est partout, dans les journaux People, aux côtés des présidents, dans les grosses affaires. Et à chaque fois, quelqu'un meurt après l'avoir côtoyée. Nadège haussa les épaules. Fais attention, ma sœur. Les gens disent que c'est la grosse poule noire. Si c'est vrai, tu joues avec le feu. Sandrine sourit. Justement, je veux la vérité. Le lendemain, la chaleur du matin s'abattait déjà comme une chape de plomb. Sandrine gara sa petite Honda Civic cabossée devant un café à moitié ouvert, où l'odeur de pain frais se battait avec celle des pots d'échappement. Elle commanda un café trop sucré et un beignet, puis sortit son carnet Moleskine usé jusqu'à la corde. Elle relisait ses notes de la veille, soulignant rageusement le nom Adaku Okoye à chaque apparition. À la table voisine, un homme d'une 50aine d'années, costume froissé, lisait le journal en marmonnant. Sandrine tendit l'oreille. Encore un. Ils disent crise cardiaque, mais moi je dis qu'on a affaire à quelque chose de plus ancien que le pétrole. Ma tante du village l'avait dit. Quand une poule noire trop grosse traverse ton chemin la nuit, prie pour ne jamais la toucher. L'homme releva les yeux et croisa le regard de Sandrine. Il eut un petit sourire triste. Vous êtes journaliste, n'est-ce pas? Je vous ai vu à la conférence de presse du ministère la semaine dernière. Sandrine hocha la tête, sans se démonter. Oui, Sandrine Ib. Et vous? Pascal Choukouma, ancien directeur financier dans l'une des sociétés du groupe Okoye, avant de me faire gentiment virer il y a 2 ans. Gentiment viré? Répéta Sandrine en se penchant légèrement vers lui. Pascal baissa la voix, même si personne ne semblait faire attention à eux. Disons que j'ai posé trop de questions sur certaines transactions. Des fonds qui arrivaient de nulle part, des comptes offshore qui grossissaient comme par magie, des investisseurs fantômes qui signaient des chèques à 8 zéros sans jamais apparaître en réunion. Et puis un jour, Adaku m'a convoqué elle-même dans son bureau. Elle m'a regardé droit dans les yeux, et j'ai senti quelque chose de froid me traverser le corps. Comme si on venait de me voler 10 ans de vie en 3 secondes. Le lendemain, j'étais dehors, avec une indemnité généreuse, mais un avertissement très clair. Ne parlez jamais de ce que vous avez vu, Pascal. Certains secrets se payent en sang. Sandrine sentit les poils de ses avant-bras se dresser. Et vous avez obéi? Pendant 2 ans, oui. Mais là, Didier Okoro était mon ancien camarade de promotion. On a fait l'université ensemble. C'était un idiot arrogant, mais il ne méritait pas ça.
Il sortit de sa poche intérieure une petite enveloppe Kraft froissée et la poussa vers elle. « Prenez. C'est tout ce que j'ai pu garder avant qu'il nettoie mon ordinateur. Des relevés bancaires, des noms de sociétés écrans, des dates qui correspondent étrangement aux morts subites des 2 dernières années. Mais attention, si vous commencez à fouiller là-dedans, ils le sauront. Elle le saura. » Sandrine hésita une seconde, puis glissa l'enveloppe dans son sac. « Merci Pascal. Si jamais vous avez peur, appelez-moi, jour et nuit. » Il eut un rire amer. « Peur ? Ma chère, j'ai dépassé la peur depuis longtemps. Maintenant, je suis juste fatigué d'avoir peur. » Pendant ce temps, dans la suite présidentielle de l'hôtel Eco-Atlantique, Adaku se prélassait dans un peignoir de soie blanche, les pieds posés sur un tabouret en velours. Devant elle, sur la table basse en marbre, un plateau de fruits exotiques et une bouteille de Dom Pérignon déjà entamée. Le président du Ghana, Kwame Mensah, encore en peignoir lui aussi, la regardait avec l'air d'un homme qui vient de gagner à la loterie et qui n'arrive pas à y croire. « Adaku, vous êtes une femme dangereuse, vous savez ?» dit-il en riant doucement. Elle tourna lentement la tête vers lui, un sourcil légèrement haussé. « Dangereuse ? Moi ? Je ne suis qu'une simple femme d'affaires, Excellence. »« Simple, mon œil, » répondit-il en posant sa main sur sa cuisse. « Vous avez fait tomber 3 ministres de mon gouvernement en une seule soirée, juste en souriant. Et maintenant, vous voulez qu'on signe ce contrat de raffinerie ?» Adaku se pencha vers lui, ses lèvres à quelques centimètres des siennes. « Vous signez, Excellence, et je vous promets une nuit dont vous vous souviendrez jusqu'à votre dernier souffle. » Kwame rit encore, mais il y avait une pointe d'inquiétude dans son regard. « Vous parlez comme si vous saviez quand serait mon dernier souffle. »« Chut !» murmura-t-elle en posant un doigt sur ses lèvres. « Ne gâchons pas la magie avec des questions inutiles. » Elle se leva, laissant tomber le peignoir sur le tapis. Nu, magnifique, irréel. Kwame déglutit bruyamment. « Ce soir, dit-elle, je vous ferai préparer un petit plat spécial, du poulet noir fermier. Vous allez adorer. » Elle s'approcha de la baie vitrée donnant sur l'océan. Derrière elle, Kwame la regardait comme un homme déjà condamné, hypnotisé. Dans un petit bureau sombre du quartier de Surulere, Serge était assis sur une chaise en plastique qui grinçait à chaque mouvement. En face de lui, Florence, sa grande sœur, une femme robuste aux tresses impeccables et au regard perçant. « Tu vas arrêter de traîner la nuit comme ça, Serge. Les gens parlent. Ils disent que tu poses trop de questions sur cette histoire de poule noire. »« C'est toi qui m'as dit de faire attention la dernière fois, » grogna-t-il. Florence croisa les bras. « Oui, mais faire attention, c'est pas aller voir les babalaos du marché et leur demander si la grosse poule noire existe vraiment. Tu veux mourir, c'est ça ? Je veux comprendre, Flo. Tout le monde meurt autour de cette femme, Adaku Okoye. Et personne ne fait rien. Même la police a peur. Même les gros bonnets ont peur. Si personne ne bouge, ça va continuer. »« Et toi, tu vas faire quoi ?» lança Florence, exaspérée. « Toi, chauffeur de taxi, tu vas arrêter une femme qui dirige des milliards et qui sort avec des présidents ? » ?»« Peut-être que je ne suis pas tout seul, » répondit Serge à voix basse. « Peut-être que d'autres gens commencent à en avoir marre. » Florence le fixa longuement, puis soupira. « Si tu continues, promets-moi au moins une chose. Ne mange plus jamais de poulet grillé que tu n'as pas tué toi-même. Jamais. » Serge hocha la tête, mais dans son regard, on voyait bien qu'il n'avait pas l'intention d'arrêter. Dehors, la nuit tombait à nouveau sur Lagos. Et quelque part, dans l'ombre d'une villa immense, une silhouette voûtée, une très vieille femme au dos courbé, sortit lentement d'une basse-cour invisible. Une poule noire, énorme, luisante, trop grosse pour être normale, traversa la cour en silence. La chasse recommençait. La nuit suivante fut plus épaisse encore, comme si Lagos avait décidé d'étouffer ses propres secrets sous une couche de nuages noirs et bas. Les éclairs zébrèrent le ciel au loin, sans jamais donner la pluie qui aurait pu laver la ville de sa sueur et de ses péchés. Dans la résidence ultra sécurisée de Banana Island, le sénateur Ibrahim Bello organisait ce qu'il appelait pudiquement une soirée entre amis. Une 50aine de personnes triées sur le volet. Ministres en exercice, magnats du ciment, 2 juges de la Cour suprême, un ancien gouverneur d'État et bien sûr Adaku Okoye, arrivée la dernière, dans une robe verte émeraude qui semblait absorber la lumière des lustres en cristal. Le sénateur, un homme massif à la voix de stentor, l'accueillit avec une effusion exagérée. « Ma reine, vous honorez ma modeste maison. Venez, venez, tout le monde vous attendait. »
Adaku inclina légèrement la tête, un sourire poli mais distant. Sénateur, vous exagérez toujours. Je ne fais que passer. Elle traversa le salon principal, saluant d'un signe de tête ou d'un léger effleurement de doigts ceux qu'elle connaissait. Chaque homme qu'elle frôlait sentait un courant étrange lui parcourir l'échine, un mélange de désir violent et de peur inexplicable. Les femmes, elles, la regardaient avec une hostilité contenue, les lèvres pincées. Au fond de la salle, près du bar, Thierry discutait à voix basse avec Mireille, la responsable des relations publiques du groupe Okoye. Mireille était une femme élégante, la quarantaine affûtée, toujours en tailleur-pantalon impeccable. « Elle est différente ce soir », murmura Thierry en jetant un regard vers Adaku. « Plus affamée. Tu as vu ses yeux ? On dirait qu'il brilla dans le noir. » Mireille but une gorgée de champagne, les doigts crispés sur la flûte. « Arrête de regarder comme ça, Thierry. Tu sais ce qui arrive aux gens qui posent trop de questions. Souviens-toi de Chidi, l'ancien chef comptable. Il a commencé à fouiller dans les livres. Un matin, on l'a retrouvé dans son lit, raide, les yeux grands ouverts, et son cœur, vide. Les médecins ont dit infarctus massif. Moi je dis qu'il n'avait plus rien à l'intérieur. » Thierry déglutit. « Tu crois vraiment que c'est elle qui… » ?»« Je ne crois rien, » coupa Mireille d'un ton sec. « Je sais seulement que depuis que je travaille pour elle, je fais des cauchemars où je vois une vieille femme courbée qui me regarde en riant. Et chaque fois que je me réveille, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, une partie de moi. » De l'autre côté de la pièce, le sénateur Bello prit Adaku par le bras et l'entraîna vers la terrasse donnant sur la lagune. « Ma chère, j'ai une proposition délicate. Un consortium saoudien veut investir 3 milliards dans le nouveau port de Lekki. Ils veulent une personne de confiance pour superviser les choses, discrètement. » Adaku tourna lentement son visage vers lui. La lumière des torches dansait sur sa peau. « Et vous pensez à moi, sénateur ? » ?»« Qui d'autre ? » répondit-il avec un rire nerveux. « Vous avez le don de faire avancer les choses. Et vous avez des relations très haut placées. » Elle posa une main légère sur son torse, juste au niveau du cœur. « Vous êtes trop aimable. Mais dites-moi, sénateur, avez-vous déjà goûté du poulet noir fermier ?» Il cligna des yeux, déstabilisé. « Du poulet noir ? Non, Pourquoi ? C'est un plat très spécial, très nourrissant. Certains disent qu'il donne de la force pour toute une vie. D'autres disent qu'il prend cette force. » Elle sourit, et cette fois le sourire était presque carnassier. « Ce soir, j'ai demandé à votre cuisinier d'en préparer, juste pour vous et quelques amis triés sur le volet. Vous verrez, c'est inoubliable. » Le sénateur sentit une sueur froide couler dans son dos, mais il rit quand même, trop fort. « Vous et vos mystères, Adaku. Allez, on retourne à l'intérieur. Les invités s'impatientent. » Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, dans une petite maison en parpaing d'Agegunle, Serge était assis à même le sol, torse nu, une bouteille de gin bon marché posée devant lui. En face, 2 hommes qu'il avait rencontrés la veille au bar du coin. Un ancien policier nommé Alain, pas le chauffeur, un autre, et un babalawo du nom d'Agboula, un vieil homme maigre aux dreadlocks grisonnantes et au regard qui semblait voir à travers les murs. Agboula traçait des signes dans la poussière avec un bâton. « Tu dis que cette femme, elle se transforme ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Serge hocha la tête. « Les gens disent ça. Une poule noire énorme. Ils la tuent, ils la mangent, et le lendemain, fini. Mort. Vidé. » Alain, l'ancien flic, ricana nerveusement. « J'ai enquêté sur 3 cas l'année dernière. Tous pareils. Hommes puissants. Tous morts après un repas où il y avait du poulet. Et à chaque fois, quelqu'un avait vu une poule énorme rôder avant. Mais les dossiers ont été classés cause naturelle. Ordre d'en haut. » Agboula releva la tête. « Ce n'est pas une sorcière ordinaire. C'est une Ogbange revenue, mais pire. Une âme qui refuse de partir. Elle mange les étoiles des autres pour rester jeune. 120 ans, tu dis ? Alors elle a commencé il y a très longtemps. Peut-être même du temps des anciens rois. » Serge se passa une main sur le visage. « Comment on l'arrête ?» Le babalawo resta silencieux un long moment. Puis il parla doucement, comme s'il récitait une prière. « Pour tuer ce qui ne veut pas mourir, il faut trouver son vrai corps. Pas la belle femme, pas la vieille courbée. Le vrai corps. Là où elle cache son chi, son étoile originelle. Si tu le trouves et que tu le brûles avec du feu sacré,
Elle s'éteindra comme une lampe sans huile. Mais attention, elle sent ceux qui la cherchent. Elle les attire. Elle les fait manger. Et quand tu manges, tu lui donnes ton pouvoir. Alain secoua la tête. C'est de la folie. On va tous finir comme les autres. Peut-être, répondit Agboula. Mais parfois, la folie est la seule arme qu'il reste quand le monde est devenu fou. Serge fixa la bouteille, puis la repoussa. Je ne bois plus ce soir. Demain, je commence à chercher où elle dort vraiment. Pas le penthouse, pas la villa de Lekki, l'endroit où elle redevient la vieille. Agboula posa une main noueuse sur l'épaule de Serge. Que les orishas te gardent, mon fils. Parce que si elle te voit venir, elle ne te tuera pas tout de suite. Elle jouera avec toi. Longtemps. Dehors, un coq chanta, bien que minuit fût encore loin. Un son faux, dérangeant. Dans la grande maison de Banana Island, sur la terrasse, Adaku se tenait seule, un verre de vin rouge à la main. Elle regardait la lagune noire comme de l'encre. Un petit sourire flottait sur ses lèvres. « Ils commencent à bouger », murmura-t-elle pour elle-même. « C'est bien. Ça rend la chasse plus savoureuse. » Elle vida son verre d'un trait, puis le posa sur la balustrade. Au loin, dans l'obscurité, une poule noire traversa lentement un jardin abandonné, ses yeux luisants comme deux braises dans la nuit. La ville dormait mal, et la grosse poule noire, elle, ne dormait jamais vraiment. La lune était presque pleine, un disque pâle et froid qui jetait sur Lagos une lumière argentée, presque accusatrice. Il était 2h47 du matin quand Serge gara sa vieille Toyota à l'ombre d'un mur effondré, à 2 rues de la propriété privée, qu'il surveillait depuis 3 nuits. L'endroit n'apparaissait sur aucun cadastre officiel. Une grande maison coloniale à moitié en ruine, entourée d'un mur haut hérissé de barbelés rouillés, perdue entre l'Equiphase 1 et le vieux quartier d'Ikota. Personne ne passait jamais par là. Les GPS des voitures de luxe ignorèrent cette adresse. Même Google Maps la sautait, comme si la Terre elle-même refusait de la reconnaître. Serge coupa le moteur, descendit, referma la portière sans un bruit. Il portait un vieux sweat noir, un bonnet enfoncé jusqu'aux sourcils et des baskets usées aux semelles épaisses. Dans son sac à dos, une lampe torche à faible luminosité, un téléphone avec la batterie pleine, un petit couteau pliant, une bouteille d'eau et, cadeau d'Agboula, un petit sachet de poudre rougeâtre censé brûler les yeux des esprits menteurs. Il escalada le mur avec précaution, utilisant les branches d'un manguier tordu qui poussait contre la pierre. De l'autre côté, l'odeur le frappa. Terre humide, pourriture végétale, et quelque chose de plus ancien, comme du sang séché mélangé à des plumes brûlées. La maison se dressait devant lui, sombre, silencieuse, fenêtre condamnée par des planches. Mais à l'arrière, une lumière faible tremblotait. Une petite dépendance, une ancienne remise à outils transformée en basse-cour fermée. Serge s'approcha en rampant presque, le cœur cognant si fort qu'il avait l'impression que tout Lagos pouvait l'entendre. Il s'accroupit derrière un vieux réservoir rouillé. De là, il voyait parfaitement. À l'intérieur de la basse-cour, éclairée par une unique ampoule nue qui pendait au plafond, une silhouette se tenait debout. C'était elle. Pas la femme magnifique en robe de soie, pas la vieille courbée que certains disaient avoir vue dans les rêves. Une forme intermédiaire. Une femme d'environ 70 ans, dos voûté, cheveux gris en bataille, vêtue d'un pagne usé et d'un haut déchiré. Mais les mains étaient jeunes, lisses, aux ongles longs et vernis de noir. Elle tenait un petit miroir fêlé dans lequel elle se regardait, murmurant des mots que Serge ne comprenait pas. Puis, lentement, elle posa le miroir par terre. Elle s'agenouilla. Son corps commença à se tordre. Pas comme dans un film d'horreur avec des effets spéciaux. Pas de hurlements, pas de lumière aveuglante. Juste un craquement sourd, comme du bois qui se brise sous la pression, et un changement de forme fluide, presque élégant dans son horreur. Les épaules s'arrondirent davantage. Le cou s'allongea. Les bras se rétractèrent en ailes. Les jambes devinrent des pattes griffues. En moins de 30 secondes, la vieille femme n'était plus là. À sa place, la poule noire, énorme, plus grosse qu'un dindon adulte, plumage luisant, presque huileux sous la lumière jaune. Yeux rouges, trop intelligents, trop anciens. Elle tourna la tête à 180 degrés, comme si elle sentait quelque chose. Serge retint son souffle. Il avait l'impression que son cœur allait exploser. La poule sauta sur un perchoir bas, puis descendit vers la petite porte de la basse-cour. D'un coup de bec précis, elle fit glisser un loquet rouillé. La porte s'ouvrit en grinçant. Elle sortit.
Serge la suivit des yeux. Elle traversa la cour en silence, ses pattes ne faisant aucun bruit sur la terre battue. Arrivée près du mur du fond, elle s'arrêta, regarda autour d'elle. Puis, d'un saut puissant, elle franchit le mur comme si la gravité n'existait pas pour elle. Serge murmura « Putain de merde !» Il n'avait plus le choix. Il devait la suivre. Maintenant. Il escalada le même mur, atterrit de l'autre côté dans une ruelle sombre. La poule était déjà loin, avançant d'un pas rapide et décidé vers la grande route de l'Équille. Serge courut derrière, restant dans l'ombre des arbres et des voitures garées. Elle ne se retourna jamais, comme si elle savait exactement où aller. 20 minutes plus tard, elle s'arrêta devant une villa moderne, tout en verre et en acier, gardée par 2 vigiles armés. La poule se cacha derrière un buisson de bougainvilliers. Les vigiles ne la virent pas. Quelques instants plus tard, une Mercedes noire s'arrêta devant le portail. Un homme en costume descendit, grand, chauve, la cinquantaine bien entretenue. Le sénateur Ibrahim Bello en personne, encore en smoking après la soirée. Il salua les vigiles d'un geste fatigué, entra dans la propriété. La poule attendit que la Mercedes reparte. Puis elle s'approcha du portail. Serge, caché derrière une poubelle à 20 mètres, vit quelque chose d'incroyable. La poule grossit encore. Pas énorme, mais suffisamment pour que son corps bloque presque entièrement la caméra de surveillance du portail. Elle battit des ailes, produisant un souffle d'air qui fit trembler les feuilles autour d'elle. Un nuage de poussière noire s'éleva, comme de la suie vivante. Les caméras s'éteignirent une à une, les lumières du jardin clignotèrent, puis s'éteignirent. Les vigiles jurèrent. « Nawao, encore cette coupure !» cria l'un d'eux. Ils partirent vérifier le générateur à l'arrière. La poule franchit le portail comme si c'était une simple formalité. Serge n'hésita plus. Il sprinta, se glissa derrière les vigiles pendant qu'ils étaient occupés, et entra dans la propriété, juste avant que les lumières ne reviennent. À l'intérieur de la villa, tout était silencieux. Seule la lumière bleue d'une piscine intérieure éclairait faiblement le rez-de-chaussée. Serge avança pieds nus sur le marbre froid, évitant les zones éclairées. Il entendit des voix. Au premier étage. Il monta l'escalier en colimaçon, collé au mur. Dans la grande chambre principale, le sénateur Bello était assis sur le bord du lit, torse nu, une bouteille de whisky à la main. Il parlait tout seul, la voix pâteuse. Elle m'avait dit qu'elle viendrait, qu'elle avait quelque chose de spécial pour moi, du poulet noir. Sur la table basse, un grand plat en argent. Dessus, une poule noire grillée, entière, dorée, luisante de sauce piquante. L'odeur était enivrante, presque surnaturelle. Le sénateur se leva, titubant légèrement. « Adaku, tu es là ?» Silence. Le sénateur Bello s'approcha du plat, tendit la main vers une cuisse bien dorée. Ses doigts tremblaient légèrement, mélange d'ivresse et d'une excitation malsaine. « Adaku, si c'est toi qui joues encore ?» murmura-t-il avec un petit rire nerveux. Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. La poule noire, toujours sous sa forme animale, était déjà entrée par la porte-fenêtre entr'ouverte de la terrasse. Elle sauta sur la table basse avec une légèreté terrifiante pour sa taille. Le sénateur sursauta, renversa la bouteille de whisky. Le liquide ambré se répandit sur le marbre. « Nom de Dieu !» cria-t-il en reculant. La poule le fixa. Ses yeux rouges brillaient comme des charbons ardents. Puis, lentement, elle pencha la tête sur le côté, comme pour l'inviter. Le sénateur, fasciné malgré lui, murmura « C'est toi ?» Il tendit la main vers elle. À cet instant précis, Serge surgit de l'ombre du couloir, torse nu, en sueur, le couteau pliant ouvert dans sa main droite. « Ne la touchez pas !» hurla-t-il. Le sénateur pivota, les yeux exorbités. « Toi ? Le chauffeur de taxi ? Qu'est-ce que tu fous ici ?» Serge ne répondit pas. Il fonça droit sur la table. La poule battit des ailes violemment, projetant une gerbe de plumes noires qui semblait absorber la lumière. Serge sentit une brûlure glacée lui traverser le visage, comme si on lui avait jeté de l'acide invisible. Il serra les dents, ignora la douleur, et abattit son couteau de toutes ses forces. La lame trancha le cou de la poule. Un cri aigu, inhumain, déchira la nuit. Pas le gloussement d'une volaille, mais le hurlement d'une femme centenaire que l'on égorge. Du sang noir, épais comme du goudron, jaillit en jets puissants. Il éclaboussa le sénateur, Serge, les murs, le plafond. Partout où il touchait, la matière semblait fumer et ronger. La poule s'effondra sur le plateau, pattes battant faiblement. Puis son corps se convulsa. Les plumes se rétractèrent. Les os craquèrent à nouveau. En quelques secondes atroces,
la forme animale disparut. À sa place, sur la table maculée de sang, gisait Adaku Okoye. Mais pas l'Adaku que tout le monde connaissait. C'était la vieille, la vraie. 120 ans de rides profondes comme des ravines, dos courbé à en toucher presque le sol, peau pendante, cheveux rares et blancs comme de la cendre, yeux chassieux et injectés de sang. Seuls ses ongles longs, toujours vernis de noir, rappelaient la femme d'affaires sophistiquée. Elle haletait, la gorge ouverte, le sang coulant en bouillon noir. Le sénateur recula jusqu'au mur, les jambes tremblantes. « Mon Dieu! Mon Dieu !» Serge, haletant, le couteau dégoulinant toujours à la main, fixait la vieille femme. Adaku releva péniblement la tête. Sa voix sortit rauque, brisée, mais toujours avec cette intonation chantante, terrifiante. « Tu crois que tu m'as tué, petit chauffeur ?» Elle toussa, un flot de sang noir jaillit de sa bouche. « J'ai mangé des centaines d'étoiles. Tu ne fais que retarder l'inévitable. » Serge s'approcha, le visage dur. « Pas cette fois. » Il fouilla dans son sac à dos, en sortit le petit sachet de poudre rouge qu'Agboula lui avait donné. Il l'ouvrit d'un coup de dent, versa toute la poudre sur la plaie béante du cou d'Adaku. Dès que la poudre toucha le sang, un grésillement atroce s'éleva, comme si on versait de l'acide sur de la chair vive. De la fumée blanche monta, âcre, puante. Adaku hurla, un hurlement qui fit vibrer les vitres. Son corps se tordit dans tous les sens. Les os craquèrent encore, mais cette fois dans l'autre sens. Il se brisait, se réduisait. Sa peau se craquela comme du vieux cuir trop tendu. Ses yeux devinrent laiteux, puis noirs, puis disparurent dans des orbites creuses. « Non, non !» cria-t-elle d'une voix qui n'était déjà plus humaine. Serge recula d'un pas. Le sénateur, prostré contre le mur, pleurait sans bruit, les mains sur la bouche. Le corps d'Adaku se ratatina à vue d'œil. Il perdit toute consistance. La chair se désagrégea en une bouillie noirâtre qui sifflait et fumait. Les os apparurent un instant, blanchâtres, puis eux aussi se désintégrèrent en poussière fine. En moins de 2 minutes, il ne resta plus rien. Rien qu'une petite pile de cendres noires et grasses sur le plateau d'argent, au milieu des restes de la poule grillée. Un silence de mort tomba sur la villa. Serge respirait fort, les épaules secouées. Il lâcha le couteau qui tinta sur le marbre. Le sénateur murmura d'une voix cassée. « C'est fini ?» Serge ne répondit pas tout de suite. Il regardait les cendres. Puis il dit doucement. Agboula a dit qu'il fallait brûler le vrai corps avec du feu sacré. Il prit son briquet, l'alluma et approcha la flamme de la pile de cendres. Dès que le feu toucha la matière, un dernier hurlement, très lointain, très faible, comme un écho venu d'un autre monde, s'éleva. Puis plus rien. Les cendres s'embrasèrent d'un coup. Une flamme bleue, presque invisible, les consuma entièrement en quelques secondes. Quand elle s'éteignit, il ne restait même plus de traces. Juste une légère odeur de plumes brûlées qui se dissipa rapidement. Serge se tourna vers le sénateur. « Vous allez raconter à tout le monde que c'était une crise cardiaque, comme d'habitude. Mais cette fois, vous direz la vérité à ceux qui comptent, à ceux qui ont perdu des proches. » Le sénateur hocha la tête, hagard. « Oui, oui, je le ferai. » Serge ramassa son sac, essuya le sang sur son visage avec sa manche. « Et vous ne mangerez plus jamais de poulet grillé. Jamais. » Il tourna les talons et descendit l'escalier sans un regard en arrière. Dehors, l'aube pointait à l'horizon. Les premières lueurs roses touchèrent la lagune. Serge marcha jusqu'à sa Toyota, démarra et roula lentement vers Agegunle. Dans sa poche, son téléphone vibra. Un message de Sandrine. « J'ai trouvé des preuves solides sur les comptes offshore. On peut la faire tomber légalement maintenant. Où es-tu » Serge sourit pour la première fois depuis des jours. Un vrai sourire, fatigué mais vivant. Il répondit « Plus besoin. C'est déjà fini. Viens chez Florence ce soir. On boira du palm wine, sans poulet. » Il rangea le téléphone. La ville s'éveillait doucement autour de lui. Les klaxons reprenaient. Les marchés s'ouvraient. Les gens riaient, criaient, vivaient. Et pour la première fois depuis très longtemps, aucune poule noire ne traversait les rues dans l'ombre. Aucune étoile ne fut volée ce matin-là. Et Lagos respira.